Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Doc. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélien, qui n'est rien d'autre que l'homme le plus fort de France. Rien que ça, avec un deadlift à 400 kg récemment, un développé couché à 320 kg et un record au Pierre d'Atlas, donc les soulevés des grosses boules à 220 kg. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu ensemble pour parler de santé, de strongman, de force et de tout ce que vous voulez savoir. Générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Aurélien, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu peux nous parler rapidement de ta pratique, de qui tu es. D'accord. Alors, Aurélien le Jeune, j'ai 39 ans. Je commence à me faire vieux, malheureusement. C'est ma discipline. Alors, j'ai commencé les sports de force il y a bientôt 20 ans maintenant. Par la force athlétique, et ensuite je me suis vraiment spécialisé dans le strongman, les concours d'hommes forts, ce qu'on peut voir à la télé, voilà, c'est du sport-spectacle, que je pratique depuis 2012, et j'ai le titre d'homme le plus fort de France depuis 2019. Ok. Donc là, c'est ma 5e année consécutive. Bravo, un vrai champion. Petite question, comment est-ce que toi tu t'es mis à la force athlétique? Est-ce que tu as commencé par la musculation en salle de sport? Comment ça t'est venu de... En fait, c'est bizarre, c'est que j'ai toujours voulu faire ça en fait. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, je regardais, à l'époque, on parlait cité, on s'en fout, Canal+, où il passait le concours de l'homme le fort du monde. Et quand j'étais enfant, je voyais ça, et je me dis, je veux faire ça. D'accord, je veux être comme ça, je veux ces physiques-là. Voilà, c'était vraiment ce qui m'attirait. Alors, c'était pas, bon, évidemment, à l'adolescence, c'est compliqué, tu peux pas te lancer directement là-dedans. Il y a pas de club en France. À l'époque, c'était pas connu, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé par la musculation, basique, comme tout le monde. En salle de sport, du coup? Voilà, juste pour m'hypertrophier un peu. À l'époque, je jouais au rugby. Donc, du coup, c'est les premières périodes en fait où j'ai commencé un peu à aller chercher de la performance pour le rugby, parce que je jouais en fédéral. L'esthétique du volume. J'ai jamais eu d'envie esthétique. D'accord. C'est assez rare pour être noté. De vouloir devenir bodybuilder, tu vois, par exemple. J'ai toujours plutôt été orienté vers les performances. Évidemment, avoir un physique hors norme, mais pas les abdos. Oui, parce que de fait, ton physique reste hors norme, on va en parler les un abdos, tout petit peu plus tard. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai vu que mes perfs commençaient à devenir très intéressantes, surtout en force athlétique. Ouais. Et quand j'ai arrêté le rugby en 2008, je me suis lancé directement dans les compétitions de force athlétique. Et dès la première année, en fait, j'ai été champion de France de développé couché. D'accord. Donc c'était peut-être pas celui-là, le 320 kg. T'as peut-être dû l'améliorer un peu. Non, ouais, ça a monté. J'ai été le premier Français d'ailleurs à passer 300 kg en FF Force, dans la fédé officielle, en 2013. Donc voilà, j'ai progressé petit à petit. Et en 2015, alors j'avais commencé 2012, j'ai commencé les concours de strongman. J'ai fait le parallèle pendant 3 ans. Et 2015, j'ai eu une invitation pour une compétition professionnelle, une Strongman Champions League. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, voilà, j'ai l'accès, on va dire, au plus haut niveau de mon sport. Je vais me consacrer à 100% dans le Strongman et à faire que ça. Et parce que c'est vrai que c'est pas très courant de se dire, alors il y a des gens qui veulent être forts, il y en a beaucoup, parce que quand tu regardes les dessins animés, les personnages sont forts, mais en général c'est associé à un physique. Tu vois Dragon Ball, ils sont forts, mais ils sont aussi hyper taillés au couteau, et c'est marrant de se dire, je veux vraiment faire de la force. De la force, ouais. Après, tu vois, le physique, j'aurais aimé l'avoir, mais très rapidement j'ai compris que pour avoir ce physique-là, tout ce qui était bon en nourriture, tu pouvais pas le manger. Donc voilà, pour rester sec. Je me suis dit, je vais sacrifier mes abdos, tant pis, mais je vais continuer à manger bien. Et est-ce que toi, tu as toujours été forte? On dit à des enfants ou des gamins à l'école, c'est des forces de la nature. Moi, je me rappelle, il y en avait un, il était hyper balèze, il avait des gros poignets, il m'attrapait à un bras. Le genre de personne où tu te dis, tu sais qu'il va être fort. Ouais, j'ai toujours été... à l'école, collège, j'ai toujours été dans le meilleur en sport à chaque fois dans ma classe, quasiment. Et après, la force est venue très très vite, quand même. Ouais. Dès les premiers mois d'entraînement, j'ai un calendrier en fait où je notais mes perfs de mes débuts. Ouais. Et je crois que j'ai dû mettre que quelques mois d'entraînement pour passer les 100 kilos au développé couché. Ouais. Et il me semble que je crois que j'avais 20 ans quand j'avais passé les 200 kilos au développé couché. Bon, ici, on va pas le dire trop fort, mais les 100 kilos n'ont toujours pas été passés après deux univers parallèles. C'est une barre de curl maintenant, les 100 kilos. Hein. Ah ouais, donc c'est... Et quand tu dis que tu as été bon en sport, c'était tout sport confondu, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais vraiment bon dans tous les sports.
même des sports d'endurance, ce qui peut être paradoxal aujourd'hui. Bah, parce que là aujourd'hui... Pas forcément, parce qu'au final... je serais une chèvre monumentale. On pourra y revenir, mais c'est vrai que l'endurance, il y a une bonne partie où c'est quand même le poids de corps. À l'époque, j'étais vraiment bon dans tous les sports. Quoi. Donc bon potentiel de base physique, parce que j'avais fait, j'ai fait beaucoup de sports. Moi, j'ai fait de l'aviron, de la natation, j'ai fait du VTT en compétition. Donc ça fait souvent rire les gens de m'imaginer sur un vélo. J'en ai fait des années, j'ai fait de l'athlétisme et après rugby. Je pense que c'est vraiment l'époque du rugby où ça s'est développé. Aujourd'hui, on te verrait mal sauter ou faire un salto en vélo, peut-être que... Bah, ça va retomber assez vite, normalement. La gravité fait que ça va pas aller. Ok, bah c'est intéressant de voir le cheminement finalement, de se dire... est-ce que, on va dire que tu as senti rapidement que tu aurais plus de potentiel de force que de potentiel dans un autre sport par exemple, ou est-ce que c'était vraiment ton objectif? J'ai vraiment toujours voulu faire ça en fait. Ouais, donc c'est aussi mental. mental. Ça a vraiment été un objectif. Et les autres sports, c'était juste des envies de découvrir. Je pense qu'il y a plein de sports où j'ai pas poursuivi vers peut-être du haut niveau parce que ça me passionnait pas autant que les sports de force. En fait. Et tu parlais du rugby parce que pour le coup c'est un sport où il faut quand même une bonne force, il faut un bon gabarit. Il faut être résistant, il faut quand même avoir aussi un bon cardio parce que pour courir après la balle, c'est un sport assez complet. Du coup, tu devais être assez bon aussi. Je pense. Au rugby, j'étais pas mauvais en termes de perf physique, même sur l'endurance. Je jouais pilier. Pilier, quand on faisait des tests, tu vois, en début de saison, sur le 20 Méval par exemple, pour ceux qui connaissent, j'arrivais au palier 15. Pour un pilier qui pèse 120 kg à l'époque, c'était plutôt pas mal. Je jouais en général, quand on jouait, je faisais le match complet, moi, tu vois, j'étais pas sorti, rien, donc j'avais une bonne endurance quand même à l'époque. Sur le banc de touche. Non, mais t'as forcément des joueurs qui étaient un peu plus gros en gabarit. Bien sûr, j'étais à 120 kg, j'étais pas le plus lourd à l'époque, et du coup, eux pouvaient pas faire un match complet. Moi, j'arrivais à l'enchaîner. Oui, parce qu'en termes de cardio, du coup, plus on pèse lourd, plus le cœur, c'est pas qu'il va s'épuiser, mais c'est un peu l'image de la voiture. Si vous avez beaucoup de chevaux, mais que la voiture elle est pleine, le coffre est rempli, il y a 4 personnes dedans, elle va avancer moins vite que si la voiture a peut-être un tout petit peu moins performance, mais qu'elle est vide. Donc le poids de corps en termes d'endurance cardiovasculaire, et d'ailleurs on peut le voir, tous ceux qui font des marathons, t'as jamais... Enfin, t'en as qui le font, mais c'est pas dans les meilleurs. Tu peux faire un marathon en étant musclé, mais en général, les mecs qui gagnent... Kipchoge et tout ça, c'est quand même... bien loin. Je pense que tu le soulèves et tu le curles pour une bonne vingtaine de reps. Bien loin, lui. Je regarde, je sais pas combien il pèse. Je pense qu'il doit faire moins de 50. Il doit faire moins des plutôt petits. Ça va être super léger. Et maintenant, du coup, si on rentre vraiment dans ta pratique du strongman, parce que c'est un sport qui est pas... Enfin, tout le monde connaît, je pense, un petit peu dans l'idée que c'est les hommes les plus forts, où tu soulèves, comme tu as dit, un peu de spectacle. C'est pas des barres. C'est plutôt, ça va être des pierres d'Atlas, ça va être des rondins. C'est du sport-spectacle, c'est un show. Des tractés aussi de voitures, de camions, bus. On se rappelle aussi de ceux qui tiraient les bateaux. Bateaux, avions, on peut tout tirer. On peut tout tirer, tant qu'on a de la force. Pas sûr que je puisse tirer autant de choses. Mais du coup, c'est un sport qui est assez... tu l'as dit, c'était pas forcément très connu à l'époque, ça s'est un peu plus démocratisé avec les réseaux sociaux. Et du coup, comment t'as trouvé peut-être un club ou c'est vraiment, ça a été ça la difficulté, même pour la force athlétique quand j'ai commencé en 2008. Trouver un club de force athlétique, c'était pas facile à l'époque, et les réseaux étaient pas autant développés qu'aujourd'hui. Ça existait, mais voilà, Facebook c'était les débuts, donc c'était assez difficile. Et moi, pour l'anecdote, tu vois, j'habitais à Rouen. Et je tirais en compétition pour le club de Caen parce que j'avais pas trouvé plus près en fait. Et après pour le strongman, j'ai réussi à trouver en 2010 par là 11 sur Facebook des mecs qui s'entraînaient et qui avaient du matériel parce qu'il n'y avait pas de salle. En fait, c'est ça, parce qu'au final il faut quand même être spécifique. Je pense spécifique, tu l'as. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des salles où il y en a. Et j'avais trouvé un gars, Christophe Demal, là, pour le citer, qui habitait à Amiens, et du coup pendant peut-être 2 ans. Tous les week-ends, j'allais faire 4 heures de route pour aller m'entraîner chez lui parce qu'il avait le matériel. Spécifiquement, du coup, ok. Mais il n'y avait pas le choix en fait. Tu pouvais pas faire autrement. Et à côté de ça, du coup, la semaine, tu faisais quoi? Tu faisais des barres classiques pour la musculation basique, axé, du coup, comme tu faisais du power, quoi. C'est ça, sur les perfs. Et toi, alors, petite question qui me vient comme ça, tu dirais que c'est quoi la translation, le côté translationnel entre la force au powerlifting et la force sur le strongman? Genre si tu prends, pour les citer ceux qu'on connaît, Panache ou les filles qui font du strong, genre
On a Curly Monster Road. Voilà, il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ils vont venir essayer le Strong, ils vont venir. Tu vois, comment les gens harcelez-les sur les réseaux, Pana, l'IA, faut qu'ils viennent essayer. Tu vois comment, parce qu'ils sont hyper forts. Après, c'est 3 mouvements, c'est squat, bench et développé couché, et deadlift. Bench et deadlift. Voilà. Alors moi, pour avoir vécu, tu vois, cette transition. La grosse différence, c'est que le power, c'était sur un mouvement qui va être statique. Ouais. Nous, en strongman, plus de la moitié des mouvements, c'est des mouvements en déplacement. Ouais. Donc, toi, tu as cet aspect de vélocité, d'explosivité, de puissance qu'il n'y a pas forcément en power. Ouais. Et le gros point faible, alors ça a été mon cas, et quand j'entraîne des gens qui viennent du power, c'est souvent le problème aussi, c'est tous les mouvements d'overhead. Oui, il y en a pas tu vois, le log, le dumbbell, et il n'y en a pas en fait en power, ce qui fait que les gens s'entraînent très peu là-dessus, et dès qu'ils vont aller en strongman, bah nous à chaque compète tu as des overhead, donc c'est là où tu vois la grosse différence. Okay. C'est vraiment ces points-là, l'aspect explosivité, vélocité, qu'un power n'a pas, qu'il va falloir développer, et les overhead. Je me disais aussi peut-être le grip aussi, parce que tu vois quand tu soulèves des pierres à la place, non, les powerlifters ont un bon grip en général, parce que tu vois sur le soulevé de terre, ils n'ont pas leur sangle. Ouais. Donc soit ils ont un bon grip, même s'ils font une prise inversée ou un hook, n'importe. D'accord. En général ça va. C'est pas trop le facteur limitant. Ils ont plutôt un bon grip. Mais après, overhead, je suppose que si tu commences à le travailler spécifiquement, si tu es capable de développer après, voilà, faut vraiment travailler en spécifique. Ouais. Et la petite différence aussi sur le power, alors surtout pour les gros gabarits, c'est l'aspect cardio. C'est tout con, mais toi, en force athlétique, c'est 3 mouvements. Ouais. T'as pas besoin de cardio du tout. Quasiment pas. À part pour les phases de récup, on va dire. Mais nous, en strong, des fois, tu as des performances où c'est maximum de reps à faire, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Donc là, il te faut un aspect cardio. Sur une compète, parfois, ça peut être 5 à 6 épreuves dans l'après-midi à faire. Ouais. Donc, mine de rien, tu vois, il faut quand même que tu aies un cardio suffisamment développé pour récupérer entre chaque épreuve. Oui, parce que c'est vrai que tu as raison. Enfin, c'est au final, même si tu peux faire les épreuves une par une, il faut quand même que tu sois le plus frais possible, le plus rapidement possible. Et ça, c'est tout le cardio. En gros, plus rapidement ton cardio redescend, moins tu l'as sollicité. Puis c'est sûr que si tu dois faire le max de reps, bah forcément, à un moment, même soulevé de terre ou autre, tu sens que ton cœur, il te dit... Surtout au terre, là, on est en train de donner le maximum, après c'est l'évanouissement. Et du coup, question qui me vient comme ça, tu as des gens en power qui vont être plutôt bons sur les mouvements genre squat et deadlift, un peu moins sur le bench, et du coup, peut-être qu'ils vont avoir plus de mal sur tout ce qui va être... Oui, après, tout le monde a ses qualités physiques, des prédispositions, etc. Et du coup, l'aspect bras de levier qui rentre en jeu dans le strong, donc là, on fonctionne et ceux-là, peut-être qu'ils vont avoir plus de mal à performer. Ils vont avoir plus de mal, ça c'est sûr. Ok. Et du coup, tout ce qui va être d'imposer de ce type de charge sur ton corps, sur tes articulations, sur ton cœur malgré tout, puisque quand tu forces à ce point-là, est-ce que toi, par exemple, comment tu gères ta récupération, on va dire, articulaire déjà? Est-ce que tu as déjà eu des soucis articulaires? Parce que je suppose que... Forcément, ça fait 20 ans que je m'entraîne, j'en ai eu. J'ai eu des petites... tendines, j'en ai eu pas mal quand même. Le plus gros souci que j'ai eu, c'est en 2018. J'ai dû me faire opérer du genou. J'ai eu un peignage du tendon complexe qui était fissuré sur toute sa longueur. D'accord. Rotulien. Tu t'es fait ça comment? C'est l'usure en fait, tout simplement. C'est la répétition des entraînements, des compétitions. Comme toute personne accro à son sport, quand t'as mal, tu te dis, c'est pas grave. Ouais, ça va passer. Ça va passer. Et au bout d'un moment, ça passe plus. Donc voilà, c'était en partie de ma faute, tu vois, j'avais fait trop, je me suis trimballé des tendines pendant presque 2 ans sur cette zone-là. D'accord. Donc je récupérais, je faisais du kiné, je fais toujours du kiné, etc. Mais je reprenais trop vite, je faisais trop de compètes. Et au bout d'un moment, en fait, la blessure est sortie du cadre de l'entraînement et des compètes. C'était devenu douloureux au quotidien. Conduire, c'était compliqué, enfin tout était compliqué. Quand je marche, la nuit, ça m'a réveillé. Je vais peut-être faire un IAM. Donc t'avais pas fait grand chose jusque là en fait. Tu t'es dit j'avais essayé quand même. Simple. J'avais fait du kiné, onde de choc, j'avais fait comment ils appellent ça, avec des lasers aussi au genou là. Je sais plus, ça va pas marcher encore. Bref, j'avais fait de la méso. La seule chose que j'avais fait qui m'avait soulagé la douleur, mais c'était vraiment sur la fin où ça devenait intense, j'avais testé la médecine chinoise. D'accord. Paradoxalement, et c'est le seul truc. Ça m'a pas guéri.
mais ça m'a soulagé. Ok. C'est vraiment le seul truc. Ouais, en termes de douleur, déjà, ce qui est pas mal. Bah oui, parce que vraiment, je pouvais plus conduire, en fait. Au bout d'une demi-heure de voiture, j'étais obligé de m'arrêter. C'était la jambe gauche, donc pour passer les vitesses. Ouais. Ah, t'es en première, sinon. Compliqué. Du coup, je fais un IRM et on voit que mon tendon est fissuré sur toute sa longueur. Il me dit qu'il y a à peu près 30-40% déjà d'arraché. D'accord. Et je dis au médecin qui me fait l'IRM, je dis, ouais, est-ce que des fois, en compète, je chantais des petits... Il dit, ouais, c'est les filaments de tendon qui se barrent, en fait. Ok. Ah, donc faut le rattacher. Donc j'avais ça, et j'avais du coup une grosse excroissance, ça je le sentais, osseuse qui avait poussé sur la rotule. À cause de cette blessure. Du coup, ouais, parce que du coup ça devait tracter peut-être un peu plus. Voilà, ça, ouais. Donc j'ai dû me faire opérer, on a fait un peignage du tendon, et franchement je regrette pas l'avoir fait, seul regret que j'ai c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Parce que du coup ça devait t'handicaper sur tes entraînements. Ça m'a foiré complètement une saison. Ma saison 2018, je peux pas gagner le titre vraiment à cause de ça, parce que la douleur devient compliquée. Il y a des grosses compètes pro que je fais, je finis dans le fond du classement parce que la douleur, certains mouvements je peux pas finir. Donc ouais, ça a été, je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Puis comme tu dis, tout le côté de douleur, c'est quand même des compétitions qui sont quand même plus longues quand c'est sur un après-midi, voire même là au salon, c'était quoi? C'était même sur 2 jours? C'était il y a 2 jours, mais c'était une journée par KT. Une journée par KT, ok. Mais là, tu vois, par exemple, sur cette blessure, fin 2017, je fais une grosse compète au Canada où c'est 2 jours d'épreuves, 5 épreuves par jour. Et là, dès le départ, en fait, même avant de commencer la compète, je sais que ça va être compliqué, parce que dans l'avion, mon genou me lançait un truc de fou. Et je me dis, putain... Puis mentalement aussi, je pense que tu dois te dire, est-ce que ça va pas lâcher Je fais la compète, première épreuve se passe plutôt bien, je fais un bon classement, et deuxième épreuve, c'était le log, et quand j'épaule et que je veux prendre mon impulsion, je sens le fameux petit truc, toi, un petit morceau qui part, et la douleur, et j'ai passé vraiment 2 jours compliqués. Ah ouais. Donc bon, ça fait partie du jeu, de l'expérience, c'est comme ça. Ouais, de toute façon, tout ce qui est blessure, ça fait partie du sportif. T'as toujours tendance à le reculer, c'est normal parce que quelque part, normal, ouais, mais tu vois, je pense qu'avec l'âge, ça évolue. Maintenant, je fonctionne, tu vois, j'arrive bientôt à 40 ans. Je sens que ma récup n'est plus la même. Maintenant, tu vois, quand j'ai une douleur, quelque chose, j'adapte mon entraînement ou je suis capable de me dire, je ne fais pas l'entraînement. Ok, ouais, t'as un peu la sagesse de te dire... pas si longtemps que ça en arrière, 4-5 ans en arrière, si j'avais mal... No pain, no gain. On s'en fout, on y va. On serre les dents, la plupart du temps à chaud ça passe. Ouais, c'est le piège en plus. C'est le piège. C'est le piège. Donc maintenant je fais attention à ça, je sais que j'en arrive dans... Ok, donc ouais, petite tendinite et puis celle-là, après voilà, au niveau articulaire, j'ai jamais eu de blessure. Moi, au rugby, je me suis fait les 2 acromions. Forcément, ça fait partie du jeu. Après, ouais, j'ai eu quelques petites déchirures. Je me suis déchiré un pec, un adducteur. Mais voilà, pas des grosses déchirures. Ok, pas de grosses... ok. Et on va comparer, on l'avait déjà fait au salon, mais la différence de taille de poignet et de main qui est assez délirante. Je pense que t'as facilement le double de taille de poignet que moi. Bah, écoute. Ouais, on est à la moitié. Ça c'est un autre, hein, donc Josh, je pense. Mais du coup, t'as toujours eu une grosse ossature, gros poignet, ouais, toujours une grosse ossature, mais au niveau des genoux, ils sont très larges. C'est vrai que ça, tout ce qui est, pour tout ce qui est appui et force, plus t'as un gros poignet, plus t'as une grosse surface articulaire et plus les forces vont être divisées. C'est un gros avantage pour le strong. Et parce que c'est comme si on appuie, les points de pression, là, le même poids, si on le met sur un point précis, ça fait hyper mal et ça abîme beaucoup plus que si c'est réparti. Donc c'est sûr que ça, déjà, c'est une bonne prédisposition. En termes du coup de donc blessure, t'en as pas eu particulièrement. Ça va, touche du bois, une blessure sur 20 ans. Une blessure grave, sur 20 ans. Et est-ce que tu as déjà eu d'autres petits soucis de santé liés à la pratique? Parce qu'au final, on n'a pas parlé de ton gabarit, mais on en a parlé juste avant. Tu pèses là, actuellement, je suis à 160 kg. Ok, pour 1m82, 82. Est-ce que tu penses que tu t'es tassé d'ailleurs à force de soulever aussi lourd? Je pense pas, j'espère pas. On le mesurera après. Je vais le mesurer, mais non, je pense pas. Ouais, donc c'est un bon gabarit et donc forcément, il y a aussi tout le côté, c'est ce que tu me disais, un petit peu plus essoufflé forcément, parce qu'il faut, même s'il y a une bonne partie de masse musculaire et certainement plus que la plupart des bodybuilders, il y a quand même... Ouais, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis arrivé vraiment dans ces poids très lourds, à 160 kg. J'ai l'impression que mon corps s'est bien adapté au final, que ce soit pour l'essoufflement, la vie au quotidien, il s'est plutôt bien adapté. Il y a 2-3 ans, c'était le Covid, où là j'étais vraiment passé dans l'extrême, j'étais à 173 kg de poids de corps. Et là, là c'était compliqué.
Ouais, parce que enfin, il faut que le cœur le supporte, il faut que le squelette le supporte. 173 kilos, j'étais vraiment essoufflé tout le temps. Marcher, j'étais essoufflé. Un escalier, j'étais essoufflé. Ouais. Donc dans ta vie quotidienne, ça a été c'était pénible. Compliqué. Et du coup, est-ce que tu étais plus fort avec 173 kilos? Sur les mouvements statiques, non, finalement, par rapport à mes perfs d'aujourd'hui, en fait, c'est le moment là où je suis le plus fort de toute ma vie. D'accord. Tu vois, j'ai jamais eu les perfs que j'ai en ce moment, je les ai jamais eu par le passé. Okay. Donc ouais, non, au final, je crois qu'il faut trouver son poids de forme. Ouais, c'est ça, en fait, dans chaque sport, finalement, tu as un poids qui te permet de développer la meilleure puissance, d'être le moins handicapé possible, parce que c'est sûr que si peut-être tu es très fort, mais qu'à côté de ça, tu récupères moins bien, peut-être tu dors moins bien, tu t'arrives même plus, tu vois, genre peut-être tu mets 2 fois plus de temps ou tu te sens pas bien tout court. Hein. Je sais que même peut-être psychologiquement, si tu as tout ce côté où tu te sens pas très bien dans ton corps, ça peut être plus compliqué. Ça peut jouer, ouais. Donc, parce que 160, c'est mon poids de forme, je suis bien. Donc c'est un bon poids de forme. Et du coup, donc, est-ce que, tu sais, toujours la grande question, est-ce que le fait d'être plus lourd, ça te rend plus fort? Toi, comment tu répondrais à cette question? Parce que... franchement, oui, c'est pas photo. Hein. Indépendamment du coup de graisse, muscles... Prends tous les records du monde de tous les mouvements de force, c'est que des mecs qui sont super lourds. Ouais, et toi, tu l'expliquerais comment de ton ressenti? Tu vois, il y a l'aspect, alors je sais pas comment on pourrait traduire ça, d'encaisser la charge. Ouais. Tu vois, d'avoir la capacité à encaisser quand tu fais un squat très lourd, la capacité de résister, d'encaisser le poids. Je sais pas comment vraiment expliquer cette chose-là, mais c'est un peu la sensation que j'ai en fait. Ouais, que plus t'es massif et proportionnellement la charge va paraître moins importante. Voilà, ouais. Après, plus t'es massif, pour nous sur le strong, il y a des mouvements de déplacement. Ta gravité n'est pas la même, t'es plus stable. Ouais. Ça joue aussi, tu vois. Les Atlas Stone, on en parlait tout à l'heure. Il y en a qui disent le fait d'être un gros gabarit, t'es moins en déséquilibre, parce que la Stone, tu la mets devant toi, donc t'es moins en déséquilibre, il y a plein de choses comme ça. Et puis j'ai l'impression que potentiellement, même au niveau musculaire, plus ton muscle est gros, plus peut-être il peut soulever lourd quand même. Ouais, mais il y a quand même probablement un fond de vérité où c'est sûr, comme tu dis, tu as des catégories de poids dans beaucoup de forces. Voilà, ouais. Si tu retires les catégories de poids, les plus grosses perfs au monde sont faites par des gros. Et pas chercher plus loin. Et si on reste sur le thème du coup du poids, parce que 160 kg, ça reste que ce soit, enfin même s'il y a une grosse partie de muscle, ça reste un gabarit assez lourd à soulever au quotidien et tout ça. Toi, comment il a évolué ton poids au fur et à mesure de ta pratique? Je suis monté très très vite. J'ai commencé la musculation à 17 ans, je faisais 84-85 kg déjà. Donc on va dire à peu près, c'était, enfin pas standard, c'est déjà un bon gabarit, mais... Pour la même taille. Ouais. T'as jamais genre été déjà, tu sais, on raconte qu'il y a des enfants qui sont nés à 10 kilos sortis de... J'exagère, mais tu vois... Pauvre merde. Ouais, c'est ça. Non, c'est une blague. Moi, je pesais 4 kilos et quelques à la naissance. Déjà, c'était un peu au-dessus de la norme. Et après, j'étais plutôt athlétique toute l'adolescence. J'étais assez athlétique. Mais la musculation, elle s'est montée vraiment très vite. Donc, toi, t'étais plutôt sur le versant athlétique. T'as jamais été ni obèse, ni un peu fort. Jamais obèse, rien. Et ouais, dès que j'ai commencé, mon poids de corps a monté vraiment très vite, non-stop. Okay. Tout le temps, je m'entraînais. J'avais une bonne réception à l'entraînement sur la masse musculaire, vraiment. Ça fonctionnait super bien. Et toi, ça t'a pas fait peur quelque part de te dire que tu allais devoir prendre du poids? Parce que tu sais, il y a poids et poids. Tu peux te dire je fais 1m80, 110 kg et puis te dire je vais devoir encore grossir. Non, parce que j'ai vraiment, depuis tout petit, j'avais cet objectif quand je voyais ces gars-là à la télé de ces physiques vraiment hors normes. Ouais. Donc c'était au contraire, moi, plus je prenais en poids, plus j'étais content. Ouais, parce que du coup ça se ressentait sur tes perfs. Les deux, ouais, physiquement j'aimais bien ce que ça devenait. Ouais. Et les perfs suivent, donc du coup. Ouais, du coup cool. tu te dis je me rapproche de mon objectif. C'est ça. Ok, et à peu près, je crois que tu m'as dit que quand tu faisais du rugby, tu étais à 120 kg. Ouais, rugby, j'ai arrêté en 2008 et je pesais 120 kg et des brouettes. Ouais. En force athlétique, du coup, tu devais être dans les catégories. Alors, je sais pas si c'est du open, mais. Ma première saison de force athlétique, c'était en moins de 125 kg à l'époque. Ils n'avaient pas fait les changements de caté. Okay. Pour mon premier titre. Et après, dès ma deuxième saison, ils sont passés sur les catés qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, donc. Et moi, je suis passé en plus de 120 du coup. Ok, donc tu as quasiment toujours été sur les catégories les plus lourdes. Et après, du coup, donc t'as rattrapé les 40 kilos de plus sur ta pratique du strong à peu près, quoi. Ouais, donc ça a été progressif, en fait. J'ai eu 2 phases quand même où j'ai
où je suis resté pas mal d'années à 140 kg sur ma fin de carrière, on va dire, en force athlétique. Je suis resté bien 3 ans à 140 et des brouettes. Après, ça remontait aussitôt, et là, ça va faire bien 4-5 ans que je suis à 160. Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà dit que peser 160 kg pour ta santé, enfin, tu vois, comment tu envisages ce poids sur le plan santé? Je suis conscient quand même, je suis pas fou. Non, mais c'est vrai. J'ai la chance que mon médecin traitant en fait me suit depuis plus de 20 ans. Il me suit depuis que je suis gamin. J'ai gardé toujours le même médecin traitant, qui est un médecin du sport aussi. Et du coup, lui, dès le départ, dès qu'il a vu en fait que j'allais passer dans des poids un peu extrêmes, il m'a toujours demandé d'avoir un suivi médical, que ce soit cardio, sanguin. Enfin, voilà, j'ai toujours fait attention à ça. Après, je suis conscient, je suis pas fou, je sais que c'est pas normal d'avoir ce poids de corps et qu'il peut y avoir des conséquences sur l'organisme, que ce soit articulaire, musculaire, ou sur différents organes. Ça, j'en suis conscient. Je sais que j'ai pas un poids de corps normal. Après, c'est ça, tu peux en être conscient et quand même pas te dire YOLO, on verra ce qui se passe et tout ça. Après, de toute façon, le sport de haut niveau, c'est toujours des choix, même ne serait-ce que, sans parler du poids, mais même l'entraînement. Quand tu prends un champion olympique ou autre, ne serait-ce que le volume d'entraînement, c'est la fameuse courbe en U, où quand tu fais pas de sport du tout, que tu es sédentaire, tu as un gros risque. Quand tu fais du sport santé modéré, en gros 1 heure par jour, c'est déjà pas mal 1 heure par jour, mais on est optimum de la santé. Et après, quand on passe dans l'ultra trail, les mecs qui s'enquillent 20-25 heures de course par semaine, le risque augmente parce qu'après ton corps n'est pas non plus fait. Mais après, c'est un choix aussi, c'est la performance, c'est ton objectif de vie. Faut le savoir. C'est ça. Faut être suivi en conséquence aussi. Être suivi. Le but, c'est pas non plus de s'auto-suicider, on va dire. Mais c'est ça, tu vois. Donc non, j'essaie de faire gaffe et je sais qu'en plus que l'âge arrivant, je suis pas un vieux non plus, quoi, mais merde. Mais je me dis, faut que je fasse quand même attention de plus en plus. Ouais. À cause du poids de corps. Et du coup, toi, tu te vois comment, ce que tu te dis, je peux continuer le strong pendant... Tu vois, c'est peut-être un peu difficile comme question, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que déjà 39 ans, alors pour les sports de force, la retraite, j'ai pas envie de noter le mec qui te vieillit encore plus, parce que la retraite avec Macron, on est à 75 ans, mais tu vois, il y a beaucoup de sportifs dans le foot, 35 ans, tu es déjà sur la retraite, les sports de force, que ce soit le power, le strong, même le culturisme, en général, c'est un peu décalé, tu es plutôt sur 40, 42... 43. En strong, c'est vraiment pas rare de voir des mecs à très haut niveau, World Strongest Man, qui ont 43, 44, 45 ans et qui sont performants. C'est vraiment pas rare. C'est très fréquent chez nous. Après, moi, je me dis, 39 ans, j'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. C'est là où j'ai vraiment toutes mes plus grosses perfs sur tous les mouvements. Je continue de progresser. Donc, non, je me dis, les facteurs surtout, c'est tant qu'il y a l'envie. Ouais, bien sûr, important. S'entraîner, parce que c'est un gros volume d'entraînement, ça prend du temps de se déplacer, faire les compètes, etc. Donc, tant que j'ai l'envie de le faire, tant que j'ai pas de grosses blessures, alors je vais essayer de pas aller pousser le corps jusqu'à la grosse blessure. Mais je me dis, tant que j'ai l'envie, tant que je progresse, on continue. Ok, non mais au final, t'as raison, si t'es sur ton pic de forme, ça veut dire que tu peux performer encore... Nous, dans l'autre sport, on a vraiment un exemple exceptionnel, c'est Marc Félix, qui a pris sa carrière l'année dernière. L'anglais. Il a pris sa retraite l'année dernière à 56 ans. C'est un mec qui aujourd'hui a encore des records du monde. Il a pris des records du monde, il avait 50 ans. Ils en parlaient déjà dans les flex et les muscles et fitness quand j'ai commencé en 2008. Donc, ça veut dire je crois que ses premières compètes World Strongest Man, c'était 2005-6 par là. Ouais, donc il faut quand même avoir... En fait, si tu gères ta récup de façon adaptée... Faut que tu fasses attention. La récupération, ça vraiment, je sens qu'elle est plus pareille depuis 2-3 ans. Ça a changé, ça, il n'y a pas photo. Donc je m'entraîne en fonction, en fait. Ouais, c'est une attitude raisonnable, en fait. C'est de savoir adapter à son corps et de peut-être pas pousser en se disant j'ai encore 20 ans, je peux tout encaisser. Je sais qu'il n'y a plus 20 ans. Encore 4-5, on va dire, ça serait bien. Et l'autre chose, du coup, pour atteindre ce poids de corps, moi, c'est une vraie question aussi en termes de régime, tu vois. Enfin, on dit souvent aussi que le régime des strongman et quand tu dois manger, je sais pas combien de calories t'es, mais si tu veux nous le dire, je mesure pas, je suis pas comme un body, tu vois, mesurer. Tu pèses pas ton riz? Non. J'ai faim, je mange, c'est pas compliqué. Mais j'avais fait le calcul avec mon entraîneur et on était, selon les journées, entre 5005 et 6000 calories jour. Et donc en maintien, quoi. Là, tu prends pas de poids, t'en perds pas. J'ai plus d'objectif de prise de poids. 160, c'est vraiment mon poids de forme, je suis bien. J'ai pas envie de grossir plus.
je sais que ce sera pas productif pour les perfs. Donc voilà, je me maintiens en 5-5, 6000 calories par jour, répartis en 6 repas. Ouais, ce qui fait quand même une bonne quantité de nourriture à avaler. Et c'est vrai que du coup, t'as un peu ce cliché qui a aussi un fond de vérité, mais de se dire que quand il faut avaler de telle quantité de nourriture, t'es forcément obligé de mettre un petit peu de junk food ou d'aliments à forte densité calorique. Tu peux pas manger de la salade et des brocolis. L'avantage du strongman, ça on parlait il n'y a pas longtemps avec Marcel Motzler, qui est un gros promoteur dans le strong, il dit c'est le meilleur sport au monde. Tu peux manger ce que tu veux, c'est pas grave. Tu peux grossir, c'est pas grave. Tu peux picoler un peu, c'est pas grave. C'est royal. Tu fais tout ce que tu veux. Et toi, t'as pas de problème à manger, tu vois, en termes de non, là-dessus, j'ai de la chance. Ouais, t'es adapté, quoi. Ouais, j'ai eu un bon coup de fourchette, donc ça passe bien. Parce que j'avais entendu, c'était Gundil qui disait, je crois que, au travers de ce qu'il avait écouté, podcast, etc., que une des choses qui avait fait le plus progresser le strong, c'était en gros de la capacité de manger beaucoup plus et le moment où les gabarits ont évolué, tu vois, et en termes d'appétit. Moi, ça, je connais des athlètes pros qui se forcent à manger. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas l'appétit qui va avec, donc je connais des mecs vraiment qui se forcent à bouffer. Ouais, ou pour eux, manger, c'est presque une corvée de dire. J'en ai ça déjà fait vu un moi du sport, mais ils allaient jusqu'à mixer la viande pour que ça fasse une sorte de bouillie, la boire pour que ce soit plus facile. Ouais, en gros, c'est les calories. Ouais. Donc, moi, j'ai de la chance, non, tu vois, j'ai un bon appétit. Ok, du coup, donc t'es pas limité. Et ça doit peut-être participer aussi à la performance, parce que c'est vrai que je pense que le mec qui se force à manger, qui arrive pas à grossir, pas à manger, il va être limité. Oui, après ça, c'est ça. Hein, malheureusement, c'est l'aspect génétique comme dans plein de sports. Ouais, où il faut un peu que tous les soit paramètres. Ton corps est fait pour, soit il l'est pas fait. Et est-ce qu'il y a déjà des moments où, c'était une question aussi que je me posais, où tu t'es dit que pour ta santé, il allait falloir que tu perdes un peu de poids, par exemple? Ou pas forcément, finalement tu t'es toujours dit là, c'est ce que finalement on revient un peu sur ce que tu dis. Après, ouais, t'es bien à 160 et que. Non, je l'ai pas ressenti. Là, je suis bien pour le moment. Je pense que le jour où je prendrai la décision d'arrêter les compétitions, je sais que la logique serait que je redescende en poids. Okay. Alors normal, non, je pourrais faire chier être normal. Jamais de la vie. Non, mais je pense. Mais redescendre à quelque chose, 130 kilos, perdre du poids, ça c'est logique et intelligent, on va dire. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce que tu disais déjà, parce que c'était con, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, avant, je pense, j'avais le chiffre de 180 kg, en fait, non, le plus haut que tu avais fait, c'était 173. Et dans ma tête, de me dire, 160, 170, tu vois, finalement, 10 kilos, c'est beaucoup dans l'absolu, si tu me les mets en plus, ça fait beaucoup, mais pour toi, dans l'absolu, on est en termes de pourcentage, on est sur du 5-6%. De se dire que ça fait la telle différence où tu te dis, 10 kilos de plus, c'est le moment où là, je commence à me sentir essoufflé quand je monte les escaliers, où le sommeil il est plus difficile. Donc c'est vrai que, ne serait-ce qu'une perte de 20 kilos, je pense que ça te changerait complètement. Peut-être tu perdrais en force forcément. Mais en termes de cardio, tu te dirais, en fait, je me mets au marathon, quoi. Peut-être pas quand même. Mais ouais, je sais que je redescendrai en poids. Je serais un peu obligé, quand même. Ok, donc donc après, t'es aussi conscient que du coup, c'est un poids de compétition pour la perf. Que c'est pas... Ok, et écoute, je pense que là, je réfléchis. J'ai fait le tour de pas mal de questions sur la santé. Donc on a un exemple parfait d'une très bonne génétique, d'un bon entraînement, de plein de facteurs finalement pour la performance. Génétique, l'entraînement, la diète, les années, l'expérience, ça fait... forcément, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut s'entraîner longtemps, il faut s'entraîner dur. Je pense que faut aimer ce que tu fais aussi. Surtout dans nos sports, que ce soit force athlétique, strongman ou même bodybuilding, le court terme, ça n'existe pas en fait. Il faut se dire, si on s'engage dans cette discipline, ça va être des années pour y arriver. Ouais. Et peut-être aussi pour tout ce qui est adaptation, le nerveux, c'est ce qu'on disait quand on dit que la retraite, le pic de performance est un peu décalé dans le temps par rapport à d'autres sports. Mais même chez les personnes qui font de l'ultra-endurance, c'est rarement des mecs de 20 ans j'ai déjà vu ça, sur les... Au final, t'en as plein. Les gros trailers, ils n'avaient pas forcément 20, c'est plutôt 40 ans, parce que du coup, t'as le temps que ton corps s'adapte encaisse tous ces kilomètres. Et finalement, peut-être tu peux faire une analogie entre le fait d'avoir un cardio extrêmement... poussé à l'extrême, et le nerveux, finalement, parce que le sport de force, il y a une partie musculaire, et les gens pensent que gros muscle égale grosse force. Ça participe bien sûr si tu doubles le volume, mais il n'y a pas que. Et même, si tu développes plus ton système nerveux, plus ta technique, je pense que ce sera même bénéfique et plus intéressant que de développer vraiment la partie musculaire pour le sport de force.
Et on le voit dans les catégories de poids où les mecs ils prennent 3 kilos, mais avec 10 ans de plus, ils font quasiment des barres à 30-40% de plus en termes de force. Et tout ça, c'est le nerveux, c'est la répétition, c'est la répétition. Et l'endurance, c'est la même chose, c'est enquiller des kilomètres pour que ton cœur s'adapte. Et là, c'est la même chose. Et donc, à la fois le nerveux, mais aussi tout ce qui va être articulaire et tout, parce que je suppose qu'avant d'arriver à soulever un deadlift à 400, c'est même pas une question de pouvoir le soulever, l'amener, c'est que je pense que tu m'attaches une barre de... Tu vois, je pense que je vois mes mains qui se désaffairent, bien. ma colonne qui se brise en 1000 morceaux, et donc tout ça, il faut arriver à l'amener progressivement. Donc peut-être c'est le meilleur conseil de fin du podcast, hein, si on devait résumer tout ça. Progressivité, écoute de son corps peut-être. C'est ça, ouais, être vigilant. Ouais, une blessure peut arrêter une carrière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que selon les blessures, on a vu une grosse blessure, ça peut être fini. Ouais, clairement. Donc progressivité, écoute de son corps, et puis le fait comme tu dis, d'avoir aussi une surveillance, d'être conscient qu'il y a des risques à chaque pratique, mais qu'il faut l'accepter. Et ça veut pas dire qu'il faut rien faire, parce que des fois, tu sais, sous mes vidéos, comme c'est axé médical, donc forcément, on va réagir à tout ce qui va être problème de santé, parce que c'est aussi la façon d'expliquer et de rentrer dans le médical. Et t'as régulièrement des commentaires sous les vidéos de gens qui disent « Ah ben ouais, mais du coup ça me déprime, on fait plus rien ». En fait, je pense pas que ce soit le message, il faut faire des choses qui vous animent. Si toi tu te dis « Je veux être le mec le plus fort », c'est beau d'avoir des objectifs, mais il faut rester conscient, et tu vois vigilant, trop de potentiels risques. C'est ça, tu vois trop de gens dans les salles de sport, comme on dit, ils se brûlent les ailes, tu sais, ils partent en fusée et puis ils explosent en plein vol très rapidement, il y en a plein. Ça fait 20 ans que je suis là. Non mais tu vois, mine de rien, 20 ans dans un sport, en vrai, c'est une longévité qui est hyper au niveau non, mais ça fait 20 ans que je m'entraîne, et ça fait depuis 2008, donc ça fait 15 ans que je fais des comptes. Ouais, donc c'est un bon paquet de temps passé en haut niveau. Et puis même si t'avais peut-être pas l'étiquette de haut niveau, mais tu as quand même pratiqué, de ce que tu as dit, du rugby à bon niveau, si c'est pas la définition du haut niveau. Mais donc voilà, je pense que ce sera plein de sagesse. Merci à Aurélien. Merci à toi, docteur. Et petit teasing, parce que du coup, il y a une vidéo qui arrivera bientôt sur l'analyse cardiovasculaire de l'homme le plus fort de France. À quoi ressemble son cœur pour pouvoir soulever des barres à 400 et adapté à un gabarit de 160 kg. C'est ça. C'est-à-dire à peu près 2 fois plus que moi. Et encore, je suis pas petit et je suis pas non plus je fais pas les marathons en 2 heures comme Kipchoge, 1m60 et 50 kg. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore merci à Aurélien. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. Aurélien Strongman. Ouais, Aurélien Strongman. Sur ta chaîne YouTube aussi, j'ai vu que tu as des vidéos YouTube. Et puis voilà, hein, mettez un pouce bleu, hyper important le pouce bleu, parce que ça va vous permettre de vous muscler le pouce, et en strong le pouce c'est tout, hein, ça fait la prise, ça fait tout. Donc ne pars pas sans mettre un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. À bientôt.